Dans cette vidéo, je vous propose de clarifier certains points essentiels pour réduire efficacement les coûts liés au cloud. Il est divisé en trois parties, et bien sûr la plus intéressante il vous attend à la fin. La première partie concerne la culture FinOps. La définition du FinOps comprenait les principes clés qui allient optimisation des coûts et utilisation optimale des ressources cloud. Après, j'enchaîne avec les top 5 ou bien les 5 meilleures pratiques pour réduire vos dépenses. Découvrez les stratégies incontournables pour maîtriser vos coûts. Après, à la fin, je termine avec des exemples concrets et des cas réels. Voyez comment appliquer ces pratiques dans des situations réelles pour réaliser des économies significatives. Avec, vous allez découvrir qu'avec seulement quelques clics, il est possible de faire des économies impressionnantes. Regardez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. L'adoption du cloud public présente des défis majeurs pour les entreprises, notamment la maîtrise des coûts dans un modèle de facturation souvent complexe et dynamique. Il exige également une gestion optimisée des ressources pour garantir une évolutivité efficace. Croissance et dérive des coûts du cloud. La croissance rapide du cloud public s'accompagne souvent de dérives dans la gestion des coûts, dues à une facturation complexe et une utilisation non optimisée des ressources. Ces enjeux nécessitent une gouvernance structurée pour maximiser la valeur tout en maîtrisant les dépenses. Les data centers classiques reposent sur les dépenses d'investissement CAPEX, avec des délais d'approvisionnement assez longs. À l'inverse, le cloud public, basé sur des dépenses opérationnelles ou OPEX, permet un approvisionnement immédiat où le coût peut varier facilement du 0 à 100K en quelques jours. Et aussi la partie responsabilité ou transparence de la gestion, parce que souvent l'équipe finance et ingénierie, lorsque je parle ingénieur, c'est le staff technique, architecte, ingénieur et technicien, ne comprennent pas mutuellement leur univers respectif. Par conséquent, la responsabilité liée aux dépenses reste une zone d'ombre. Au cours des 8 dernières années à travailler avec AWS, j'ai moi-même rencontré de nombreux défis liés à la gestion des factures cloud, ce qui m'avait poussé à découvrir plusieurs actions simples que vous pouvez mettre en place dès demain pour ne pas dépenser plus que le nécessaire. Sans trop tarder, et en supposant que la culture FinOps est déjà appréhendée et adaptée par l'ensemble des intervenants, à savoir l'équipe finance, business et le staff technique, architectes, ingénieurs, techniciens, mais aussi les opérateurs et les clients finaux. Voici les top 5 ou les 5 principaux points à mettre en place pour réduire le coût du cloud en se basant sur, je vais me concentrer sur AWS, mais la logique reste la même avec les autres providers, à savoir Google, GCP, Alibaba ou Azure ou n'importe quel autre provider. La logique reste la même. L'adaptation de la charge de travail à la taille de l'infrastructure ou ce qu'on appelle le right sizing est essentiel pour optimiser les coûts dans le cloud. Il s'agit d'ajuster les ressources cloud utilisées comme le CPU, la mémoire ou le stockage disque en fonction du besoin réel de l'application ou des applications, évitant ainsi les surapprovisionnements coûteux. Cette démarche permet de maximiser l'efficacité tout en réduisant les dépenses inutiles, notamment en identifiant les instances surdimensionnées ou sous-utilisées ou les zombies et en les alignant sur les performances requises. Le trafic entrant inbound et sortant outbound dans le cloud peut avoir un impact significatif sur les coûts et surtout pour les transferts de données volumineux. Le trafic inbound est généralement gratuit, tandis que le trafic outbound, qui correspond aux données quittant le cloud, est facturé en fonction de son volume. Pour optimiser ses coûts, il est essentiel de réduire les transferts inutiles, de localiser les ressources qui communiquent entre elles dans la même région géographique et aussi dans la même availability zone ou zone de disponibilité, et d'utiliser des solutions comme le CDN ou CloudFront pour minimiser le trafic sortant.
Donc, l'utilisation des policiers de rétention ou de gestion de cycle de vie ou life cycle sur Amazon S3 est une pratique clé pour optimiser les coûts de stockage. Ces règles permettent de déplacer automatiquement les objets S3 vers les classes de stockage moins coûteuses, comme S3 Glacier ou S3 Infrequent Access ou OneZone, en fonction de leur ancienneté ou fréquence d'accès. De plus, elle facilite la suppression automatique des données obsolètes, réduisant ainsi le volume de stockage inutile tout en assurant une gestion efficace et économique des ressources cloud. Et des exemples concrets, encore une fois, et pratiques, ils seront donnés à la fin de cette vidéo. Les coûts de AWS sont très complexes à comprendre. Même en consultant la documentation officielle, on peut passer des heures et des heures et on passe à côté de certains coûts. Néanmoins, le calculateur de prix AWS peut fournir une première estimation des coûts attendus, permettant ainsi de mieux planifier et anticiper les dépenses. Et le dernier point, mais bien sûr, il y en a des- de nombreux points, mais je ne peux pas tous les citer, c'est de concevoir une application en tenant compte des coûts. C'est-à-dire que l'optimisation financière dès la phase de conception de l'architecture, plutôt que d'agir d'une manière corrective et a posteriori. Cette approche proactive permet de maximiser l'efficacité des ressources, d'éviter les dépenses inutiles et de garantir une infrastructure alignée sur les besoins réels tout en restant maîtrisable financièrement. Donc, afin de rester concis, je vais vous présenter trois exemples concrets illustrant les coûts cachés susceptibles d'avoir un impact significatif sur le budget d'un projet. Donc, commençons par le cas de sauvegarde des machines, le backup d'un site, par exemple, qui contient un certain nombre de VM. Il s'agit d'une étude que j'avais réalisée sur 5 data centers éparpillés sur 4 pays, couvrant un total, je pense, c'était aux alentours de 2500 machines virtuelles. Et le point le plus critique pour moi, c'était de définir le degré de criticité par machine, à savoir le RTO, le Objective Time Recuperation, c'est-à-dire c'est quoi la durée max que l'entreprise il se permette d'avoir un service, comment dire, de se permettre qu'un service soit hors usage. Et ça, c'était pas facile parce qu'il faut le définir par machine et il faut qu'il y ait un référent local qui sait c'est quoi le degré de criticité par machine. C'est pas un architecte qui fait la conception en amont qui doit savoir ça. C'est pas évident. Il y a aussi le paramètre RPO, le objectif de point de récupération. C'est-à-dire que c'est dans le temps auquel de données doivent être restaurées après un sinistre. C'est la même chose, mais c'est vu d'une façon différente. Cela détermine aussi la quantité maximale de données qu'on peut perdre. Et, et c'est crucial parce que c'est en fonction de ces deux paramètres RTO et RPO qu'on va retrouver la taille max qu'on veut utiliser pour le backup. Et c'est ça qui impacte le coût. Donc tout est lié, il faut rien négliger. Et si on a un certain nombre de VM, c'est le nombre de backups qu'on va réaliser et la durée de restauration max qu'on peut permettre qui va impacter le coût de ce backup. Donc, sans rentrer trop dans les détails, c'est parce que c'est un projet à part entière. Je vais prendre l'exemple d'une cinquantaine de VM et être plus rapide. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez mettre une pause pour avoir les paramètres. C'est des calculs, des petites classes, comme on dit, mais c'est pas ingénieux, mais c'est quand même reste à définir. Et comme j'ai dit, le point le plus chaud, le plus critique, c'est de savoir le RTO, le RPO par machine. Et ça, c'est une donnée critique pour moi parce que ça impacte, comme j'ai dit, le volume total final. Là, je suis parti un peu plus loin en allant vers la classe la moins chère de S3, à savoir classe Deep Archive. Et j'ai fait la comparaison toujours sur 3 ans. Et j'ai supposé comme quoi la récupération est aux alentours de 10%
par mois. Parce que S3 il devient intéressant si on fait moins de récupération. Dès qu'on fait bouger les données, ça facture. Donc si bien sûr on bouge pas du tout les données, S3 il est la meilleure, largement la meilleure. Mais dès qu'on commence à faire des restaurations, à faire bouger les données, c'est-à-dire les downloader, à ce moment-là on commence à payer. Donc en supposant que je vais payer que 10%, je vais faire la restauration que de 10% de récupération, soi-disant, le coût est de 24 000, juste pour les récupérations. Non, c'est-à-dire les 2000 pour le stockage plus la récupération. Ça va aller jusqu'à 3 fois le prix donc du stockage local. Donc, encore une fois, ça dépend du use case. Pour moi, la meilleure solution, c'est la solution hybride, c'est-à-dire un backup récent local plus archive ancien dans S3. Ça pourrait offrir un bon compromis entre le coût et l'efficacité. Parce que S3 Deep Archive, il est intéressante si, comme j'ai dit, il n'y a pas de récupération. Mais c'est pas vrai, comment dire, dans la vraie vie. Mais si on prévoit des récupérations fréquentes ou de gros volumes, une solution locale devient plus compétitive. Voilà, donc ça, euh, ça dépend du choix. Et comme j'ai dit, tant qu'on n'a pas de data, ou de vision claire de ce qu'on fait et de ce qu'on veut faire, on ne peut pas trancher. C'est pas le travail c'est un travail de continuité en fait. Le FinOps, l'optimisation des coûts, c'est un travail quotidien. C'est pas un set and forget. Ça marche pas comme ça. Là, j'ai utilisé un tableau en rajoutant Storage, qui est un concurrent sérieux de Amazon qui utilise la notion de blockchain ou de, de stockage décentralisé qui offre une performance élevée avec une accessibilité rapide aux données, adaptée aux applications nécessitant un accès fréquent. Le choix de la solution dépendra de vos besoins spécifiques en matière de coût, de performance et de gestion. Storj se positionne comme une alternative intéressante, offrant un bon équilibre entre coût de performance et surtout pour des données nécessitant un accès fréquent. S3 Glacier Deep Archive est idéal pour l'archivage à long terme à condition qu'il n'y a pas trop de récupération et il offre un coût très bas. Et le backup local offre un contrôle total et accès rapide, mais avec des coûts initiaux et de maintenance plus élevés, c'est-à-dire un CAPEX élevé si vous voulez faire la banque en quelque sorte. Il est juste à noter qu'on voit clairement que Amazon S3, c'est pas du tout la solution la moins chère. Il y a bien des concurrents sérieux dans le marché, donc il faut tout creuser et on peut pas dire que tel ou tel est meilleur, c'est tout dépend des use cases. L'utilisation des VPC endpoint peut générer des économies substantielles. Le VPC Endpoint permet d'atteindre ou d'utiliser des services AWS sans passer par Internet, en restant dans le réseau AWS. Il utilise les interfaces réseau de chaque easy ou chaque zone de disponibilité et on paye pour son activation et pour les données qui y transitent. Là, je prends le contexte d'utilisation d'une dizaine de VPC qui utilisent plusieurs applications et qui veulent atteindre Watchlog. J'estime comme quoi au total, c'est 1 Tera de log échangé. Et je vais présenter les 3 scénarios possibles dans ce contexte-là. Dans ce qui suit, je vais utiliser 3 scénarios. Un scénario on passe par Internet pour atteindre les services AWS. Un autre scénario, on utilise VPC Endpoint par compte. Et un troisième scénario, on utilise le VPC Endpoint centralisé. Et je vais vous montrer que l'utilisation judicieuse des VPC Endpoint, après une analyse comparative des coûts, permet de réaliser des économies significatives sur les frais de transfert de données. Commençons par le cas où on utilise le NAT Gateway, c'est-à-dire on n'utilise pas de VPC Endpoint. Dans ce cas-là, on paye tout le trafic
qui transite, que ça soit en inbound ou bien en outbound via la Transit Gateway, la NAT Gateway. Après, il faut savoir que pour Amazon AWS, on paye le trafic sortant, mais pour le trafic entrant, on ne paye pas. Par contre, pour la NAT Gateway, on paye les deux sens. Et comme vous pouvez le constater, le coût dans ce cas-là est de 48 euros par mois. Continuons l'exercice en prenant le deuxième point et en utilisant un endpoint. Par contre, AWS pour l'ID VPC, vous voyez bien que parfois le VPC endpoint n'est pas le meilleur choix car comparant 250 euros à 48 euros, la différence elle est énorme. Pour la partie centralisée, il y a un coût qui se rajoute car pour aller chercher les endpoints, je dois passer par une transit gateway. Donc là, je vais payer les VPC endpoint, le fait qu'il existe, le coût de transfert de 1 Tera pour le transfert endpoint et le coût de transfert de 1 Tera pour le transfert de transit gateway. Mais il n'y a pas le facteur x10, ce qui rend cette solution avantageuse. Et voici le tableau qui résume tout ça. Donc, en résumant dans ce tableau, on constate que dans cet exercice, qu'à partir de 1,3 Tera, qu'il est intéressant d'utiliser le VPC endpoint. C'est-à-dire que le VPC endpoint n'est pas du tout à utiliser dès qu'on a besoin de faire du transit, du trafic pour communiquer avec d'autres services Amazon. Mais à partir de 1,3 Tera pour cet exercice-là, VPC Endpoint il devient très intéressante. Et encore plus en utilisant le centralisé. La différence, comme vous voyez, c'est énorme entre l'utilisation de centralisé et non centralisé. Donc, il faut toujours faire ces calculs en fonction des cas d'usage. Et non pas, il n'y a pas de règle d'or. Je tiens aussi à noter que même après avoir fait votre choix d'utilisation de VPC Endpoint, que ce soit sans VPC Endpoint ou seul ou centralisé, il faut bien le mentionner en dur en utilisant par exemple le code comme Terraform. C'est l'un des avantages d'utilisation de Infra as a Code. Parce que j'ai eu un cas de figure où on était alerté par un client qui se plaignait d'un décalage entre le flux main et le flux backup, alors que les deux flux, ils étaient livrés au même endroit, au même data center à Londres. Après avoir creusé, on a constaté comme quoi que le flux backup, il voyageait à travers l'Europe avant d'être délivré au même client, dans le même data center, parce qu'on a laissé une brèche ou un issue à Amazon pour utiliser un autre VPC endpoint comme c'est mentionné dans le schéma. Et du coup, si il faut rien laisser au hasard, il faut tout comment dire, il faut forcer les choses ou forcer les applis à utiliser tel ou tel VPC endpoint au démarrage ou être sûr, analyser les logs, vérifier comme quoi le flux il utilise bien les chemins qui ont été désignés dans le schéma initial. Sinon, on n'est pas à l'abri des surprises de ce genre. Donc, on a utilisé une fonction d'ailleurs qu'on utilisait pour SQS pour aussi l'utiliser à forcer le endpoint à utiliser le easy local ou bien utiliser les VPC du easy local au lieu d'aller chercher ailleurs ou d'utiliser d'autres easy. Donc, dès qu'on a multi-easy, il faut vraiment faire attention à ce point-là. Je vous laisse les détails. Vous pouvez faire une pause et regarder au détail ce que j'avais écrit sur cette partie-là. Mais c'est juste pour ne pas rendre la vidéo plus longue. Donc là, je vous présente un screenshot CloudWatch log de Kudos. C'est le dashboard fourni par AWS. C'est quasiment la même chose pour tout le monde. AWS vous propose pas mal de dashboards préconçu avec une équipe derrière, je pense, qui est assez compétente. Et là, le premier coup,
en bleu là, c'est presque, encore une fois, la même chose pour tout le monde. C'est put log event. C'est quoi put log event? C'est le fait d'écrire donc CloudWatch log. Je vais vous montrer ça après. Le deuxième coup, c'est get metric data. C'est lorsque vous utilisez des tiers parties pour le monitoring, comme par exemple Datalog ou Neuralink, qui veulent récupérer vos données CloudWatch log. Sauf que ça a un coût. C'est souvent le deuxième coût quand vous avez une grosse organisation. Le troisième coût, c'est Metric Storage. Par défaut, CloudWatch, vous avez donc dans CloudWatch Log, vous avez des métriques par défaut. Si vous voulez en créer d'autres plus personnalisées, vous allez payer encore des surcoûts. Là, je vous montre rapidement juste le coût généré par Metric Storage lorsqu'ils sont activés. Donc, pour décortiquer cette partie, il y a la notion de métrique. Les métriques dans CloudWatch ne sont pas tarifées en fonction de la quantité des données de gigaoctets, mais plutôt par le nombre de métriques actives à surveiller. Par conséquent, le coût dépend du nombre total des métriques que vous surveillez, indépendamment de la quantité de données qu'elles représentent. Mais bien sûr, rien n'est gratuit chez Amazon, donc pour vous rattraper sur cette quantité, il y a les journaux de log. Pour le stockage de journaux de CloudWatch Log, la tarification est basée sur le volume de données ingérées et stockées. Donc, avant d'activer quoi que ce soit, il faut vraiment être conscient des coûts générés. Là, si on veut faire un résumé, en plus des coûts des métriques, il faut rajouter le coût des journaux, à savoir l'ingestion des données et le stockage de ces données. J'ai fait une petite estimation pour 1 teraoctet par mois et croyez-moi, 1 teraoctet par mois, c'est rien du tout. Et juste pour la partie metric storage, le coût s'élève à 673 dollars. C'est énorme. Le coût à surveiller le plus, c'est put log event. Un conseil à donner aux développeurs, c'est de ne pas loguer à tout vent et tout ce que vous utilisez lorsque vous travaillez sur le cloud, parce que ça va très très vite. Là, je vais analyser de plus près ce qui se passe réellement au niveau des transits, des logs et le coût associé. Donc, le fait de stocker 1 giga dans le log group, ça coûte 3 centimes par gig. Le fait de les analyser avec Log Insight, ça coûte 0,0057 centimes par gig. Mais le fait de sortir ou de les écrire et sortir une ressource de AWS pour venir l'écrire sur Log Group, ça coûte 57 centimes. C'est le coût le plus significatif dans ce cas-là. Donc on constate lorsqu'on utilise des solutions tierces pour le management, et pour nos services managés ou pas, et qu'on veut envoyer les logs à un service tiers pour le monitoring, il faut stocker les logs. Il faut pas stocker les logs dans le groupe. C'est un coût, mais c'est pas le coût le plus important en fait. Il y a le fait de solliciter la fonction lambda pour que ces solutions tierces viennent piocher les logs ou récupérer les logs de notre infra. Donc, ça a un coût. Il y a le fait de sortir de Amazon, c'est-à-dire sortir de la fonction lambda vers l'extérieur, ça a un coût. Le fait de les stocker chez le prestataire, ça a un coût. Je parle du prix de la prestation parce que c'est pas gratuit. Donc, pour certaines entreprises, il faut s'en passer des solutions tierces. Et ça dépend du use case en fait. Soit on utilise le service de monitoring local de Amazon, soit on utilise les solutions tierces, mais pas les deux. Et utiliser, comment dire, le use case cas par cas pour savoir combien ça nous coûte le fait de monitorer notre infrastructure. Enfin, avant de conclure, je peux dire que si le deuxième principe de la thermodynamique stipule que l'entropie ou le désordre d'un système ne peut qu'augmenter, le premier principe du cloud pourrait être les coûts ne peuvent qu'augmenter si vous ne surveillez pas vos dépenses en continu. Une gestion proactive est essentielle. Les coûts doivent être anticipés dès le départ, au moment du choix initial ou lors de la conception de la solution par l'architecte.
Attendre de recevoir des factures salées pour agir, c'est courir après les problèmes plutôt que de les prévenir. Un autre sujet qui sera abordé dans ma prochaine vidéo, c'est l'utilisation de l'IA et de l'automation via les outils comme N8N ou Make pour analyser, traiter et détecter les anomalies en matière de surcoût. Parce que j'ai constaté que les exports CSV de AWS Cost Explorer ou bien de GCP ou Azure sont tous pareils, ne sont pas exploitables. Ça dépasse largement les 5000 lignes par instance par mois. Alors imaginez si on a 300 instances. Ils sont quasiment impossibles à exploiter manuellement pour récupérer les intrus et détecter les surcoûts. Donc, c'est une automation qui va ingester ces rapports CSV et les traiter avec des agents IA pour sortir comment dire, un graphique ou un résultat exploitable, que ce soit par le sourcing ou par les architectes pour pouvoir optimiser et identifier les intrus. Donc, cette solution pourrait bien vous simplifier la vie et optimiser vos dépenses. Alors, restez connectés.